Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous joindre à l'événement d'aujourd'hui, placé sous le thème Comment déposer et protéger vos brevets d'invention au Maroc. Gardons à l'esprit que l'innovation est toujours au cœur de notre quotidien. Les objets que nous utilisons, les produits que nous consommons chaque jour sont issus à la base d'innovations et de solutions techniques valorisées et concrétisées sur le marché. Le brevet d'invention permet de protéger ces solutions, d'éviter les copies des concurrents et de conserver un avantage concurrentiel. Avec moi, M. Nordin Boukroua, chef de département innovation technologique, et M. Hassan Belkaïd, chef de service gestion et exploitation du système brevet d'invention, qui détailleront durant cette rencontre d'une durée d'une heure des principales règles et spécifications du système des brevets d'invention ainsi que la procédure nationale de protection. La question toujours étant quel bénéfice pour l'entreprise, bien évidemment. Notre événement sera accessible par la suite en rediffusion à travers la page de l'OMPIC sur les réseaux sociaux. Aussi, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à partager vos questions au fur et à mesure via l'onglet questions-réponses. Nos intervenants seront heureux d'y répondre en fin de séance. Je passe la parole à M. Nordin pour une introduction à la procédure de protection par brevet d'invention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de partager avec vous notre expérience et de participer à ce webinaire qui porte sur la procédure de dépôt d'une demande de brevet au Maroc. Mais avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous quelques questions qui sont souvent posées ou soulevées par les innovateurs, les chercheurs et les inventeurs. Il serait très judicieux de prendre en considération quelques points de vigilance avant de s'engager dans la procédure de dépôt d'une demande de brevet d'invention. Et ces questions, ils sont souvent posées par les inventeurs qui portent sur la procédure de dépôt d'une demande de brevet et qui concernent de manière générale le système de brevet. Le premier point, c'est qui est concerné par le dépôt des brevets, qui est concerné par le système de brevet. Aujourd'hui, toute personne pourrait toute personne, qu'elle soit physique ou morale, entreprise, université, centre de recherche, association, fondation, pourrait être intéressée par le dépôt des brevets. Le deuxième point, assez important, c'est que peut-on breveter? Que peut-on breveter? Il faut savoir que les brevets d'invention, ça concerne les solutions techniques aux problèmes techniques. Si vous développez une solution technique qui permet de traiter une solution technique, on pourrait alors parler d'une demande de brevet. Bien évidemment, il y a des exceptions et des exclusions à la brevetabilité qu'on ne peut pas breveter, par exemple les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les présentations d'informations, les méthodes de traitement chirurgical, etc. Tout ça, ça n'a pas d'application industrielle et par la suite, il ne pourrait pas être breveté. Mais d'une manière générale, toutes les disciplines scientifiques, techniques, technologiques peuvent faire l'objet des dépôts de brevets. Troisième point, avant de s'engager dans la procédure de dépôt des demandes de brevets, il ne faut pas refaire des choses existantes, ce qu'on appelle ne pas réinventer la roue. Souvent, à travers notre contact quotidien avec les inventeurs et les innovateurs et les chercheurs, souvent on se retrouve avec des inventions qui sont déjà faites quelque part dans le monde. C'est pour cela qu'il serait très intéressant de faire des recherches d'antériorité dans les bases de données des brevets pour ne pas redévelopper des choses et des solutions existantes. Quatrième point de vigilance, c'est la confidentialité. C'est un point très important. Il faudrait garder confidentiel votre invention avant l'enregistrement de la demande des brevets. Et là, il y a un point qui est souvent posé par les inventeurs et les chercheurs, typiquement les chercheurs, c'est la publication scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le brevet et la publication scientifique peuvent coexister à condition de faire l'enregistrement de la demande des brevets en premier lieu et par la suite faire la publication scientifique. On ne peut pas communiquer par n'importe quel moyen de communication, qu'elle soit une communication orale, une participation par exemple dans une conférence ou bien une publication scientifique avant l'enregistrement de la demande des brevets, car
l'appréciation des brevets, l'un des critères de brevetabilité, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, elle est appréciée à l'échelle internationale, ce qu'on appelle la nouveauté absolue. Il faut que l'invention soit nouvelle pour la première fois et qu'elle voit le jour à l'échelle internationale. Le cinquième point, c'est le prototype. Faudrait-il avoir un prototype pour déposer mon demande des brevets? Non. C'est très intéressant d'avoir un prototype pour la maturité technologique de votre innovation, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un prototype et de remettre un prototype lors de la procédure de dépôt des demandes de brevets. On demande des dessins, une description technique assez détaillée pour qu'on puisse la comprendre et l'exécuter. On peut demander par exemple une maquette sous forme de dessin industriel, mais un prototype réel, il n'est pas obligatoire lors de la procédure d'enregistrement des demandes de brevet. Sixième point, c'est combien ça coûte un brevet. C'est une question qui est très récurrente, le coût des brevets. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça diffère d'un pays à un autre. Au Maroc, ça peut aller de 3 000 dirhams à 12 000 dirhams. Aussi, il y a une réduction qui peut aller jusqu'à 70%, qui est accordée pour les personnes physiques, les startups, les PME, les universités, les centres de recherche, les associations investies de missions de recherche, et qui paient un tarif de 3 000 dirhams TTC aujourd'hui. Une autre question qui concerne la protection à l'échelle nationale, internationale, c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie de protection suit la stratégie business de l'entreprise et de votre marché. Si vous avez un marché, par exemple, en Europe, il faudrait protéger votre invention en Europe. La stratégie propriété industrielle, la stratégie brevet est étroitement liée à la stratégie business et commerciale de votre entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des procédures qui facilitent la protection à l'échelle internationale. Et par la suite, on verra une présentation détaillée sur la procédure au niveau national. Un autre point très intéressant et qui est assez souvent posé par les inventeurs, c'est les inventions des salariés. Vous êtes un salarié, vous travaillez dans une entreprise, vous avez développé une solution technique et vous vous posez la question suivante: à qui reviendrait la propriété intellectuelle de mon invention? Et la loi a prévu deux options. La première option, si vous avez développé votre solution dans le cadre de votre travail, de votre mission de recherche, de votre contrat de travail, et que vous avez utilisé les moyens et les ressources de l'entreprise pour développer cette solution technique, dans ce cas-là, l'invention revient en entreprise. La deuxième option, c'est que si vous avez développé cette solution en dehors de votre périmètre de travail et vous n'avez pas utilisé les ressources de l'entreprise, dans ce cas-là, la propriété intellectuelle revient à la personne qui l'avait développé. Un dernier point très important, c'est vous avez développé une solution technique et vous vous posez la question suivante: qui pourrait m'accompagner, m'assister pour préparer la demande des brevets? Si vous êtes un chercheur, un doctorant universitaire, vous pouvez bénéficier d'une assistance de proximité au sein de votre université. Nous avons mis en place un canal d'assistance de proximité avec toutes les universités et centres de recherche et qui permet d'assister sur place la communauté des chercheurs, des étudiants et des doctorants. Et si vous êtes une start-up, un particulier, un inventeur, une entreprise, une PME, vous pouvez demander l'assistance de l'ONPIC. On pourrait vous assister d'une manière adaptée et personnalisée selon votre besoin. Donc, voici brièvement quelques questions qui sont assez posées par la communauté des innovateurs autour de la protection à travers le système de brevet. Par la suite, nous verrons en détail la procédure de dépôt des demandes de brevet au Maroc. Je passe la parole à mon collègue Belkaïd, chef de service exploitation du système de brevets, pour vous présenter la procédure de dépôt des brevets au niveau national. Merci. Merci, M. Roy. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravi de faire partie de ce webinaire qui porte sur le système de brevet au Maroc et comment l'utiliser d'une manière efficace, pratiquement, pour mieux protéger vos inventions. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre webinaire, permettez-moi de faire ce petit rappel sur le concept de la propriété industrielle.
En fait, on définit la propriété industrielle comme un ensemble de droits de protection liés à des actifs immatériels créés grâce à l'intelligence et l'imagination de l'homme et destinés à être utilisés dans l'activité industrielle et commerciale. Et là, il faut faire la distinction entre la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. En fait, la propriété intellectuelle se divise en deux grandes branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Donc, voici les principales formes de la propriété industrielle. Donc, on parle. Je vais passer. Sur. Donc, voici les principales formes de protection par la propriété industrielle. On trouve les brevets d'invention pour protéger les innovations techniques. On trouve les marques pour protéger les signes distinctifs. Les essais et modèles pour protéger la forme et l'aspect esthétique de vos créations. Et aussi, on trouve d'autres formes de protection telles que le secret d'affaires. Si on rajoute à ça la propriété littéraire artistique qui est principalement composée des droits d'auteur et autres droits connexes, et là, on trouve l'ensemble de ces actifs matériels sont englobés dans la propriété intellectuelle. Alors, pour illustrer les différentes formes de propriété intellectuelle et leur complémentarité dans la protection de vos créations, prenons l'exemple d'un smartphone. Donc, ce produit peut être protégé par différentes formes de pays, notamment les marques pour son nom et son logo, les brevets d'invention pour ses innovations techniques, les essais et modèles pour la forme et aussi les droits d'auteur pour son code logiciel. Ainsi, vous voyez qu'il est clair que ces aspects se combinent peuvent se combiner pour offrir une protection complète. Passons maintenant au système de brevet, l'un des piliers de la propriété industrielle. Donc, déjà, le brevet d'invention est un titre juridique de propriété qu'on peut considérer comme un contrat entre son titulaire et le public. Ce titre qui donne à son titulaire un droit exclusif d'exploiter son invention dans un territoire pendant une durée limitée qui est généralement de 20 ans. En contrepartie de cette protection et de ce monopole, le demandeur doit divulguer son invention au public pour que d'autres personnes puissent la perfectionner. Et aussi, il doit maintenir en vigueur cette protection en payant des annuités annuellement. Ainsi, le but ultime de ce système est d'encourager l'innovation et de contribuer au progrès technologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une invention? Donc, la définition la plus connue, c'est que c'est une solution technique apportée à un problème technique. Donc, elle peut être sous forme d'un produit, comme par exemple une souris d'ordinateur, un procédé, une méthode, comme un procédé écologique, ou bien une utilisation d'une matière qui existe déjà dans un autre domaine. Bien évidemment, comme déjà expliqué par M. Bourgois, il y a des exclusions et des exceptions. Pas toutes les inventions sont considérées comme des inventions, notamment les découvertes, etc. J'ajoute ici un point, c'est que les programmes d'ordinateur peuvent faire l'objet d'une invention s'ils sont mis en œuvre par ordinateur et s'ils ont une contribution technique. On a aussi des exceptions. Il y a des inventions qui ne peuvent pas être brevetées, notamment celles qui sont contraires à l'ordre public, les méthodes de traitement, etc. Alors, la question centrale que beaucoup d'inventeurs se posent est la suivante. Est-ce que mon invention est déjà brevetable? Donc, pour répondre à cette question, il faut définir les critères de brevetabilité qui sont mentionnés dans l'article 22 de la loi 1797. Donc, il faut que votre invention soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'aucune solution identique à la vôtre existe déjà au niveau mondial. Donc, le deuxième critère, c'est l'activité inventive, c'est-à-dire que votre solution n'est pas évidente par rapport à l'état de la technique et qu'il soit applicable en industrie et qu'il soit utile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'état de la technique? Selon l'article 26 de la loi 1797, c'est tout ce qui a été rendu accessible au public par une description orale, écrite, usage ou tout autre moyen. Et comme dernier point, avant d'entrer dans les détails de la procédure de demande de brevet, je tiens à rappeler les avantages et atouts que la protection par brevet peut offrir.
d'abord, avoir un brevet vous permet de protéger votre invention contre toute utilisation non autorisée par d'autres. Cela vous donne un avantage concurrentiel vous permettant d'exploiter votre invention sans crainte de la contrefaçon. Les brevets peuvent avoir une valeur commerciale significative et peuvent être vendus, accordés en licence à d'autres entreprises. Les brevets peuvent donc contribuer à générer des ressources et des revenus pour rentabiliser vos efforts et investissements en R&D. Les brevets permettent à une incitation à l'innovation. En fait, le système de brevets encourage l'innovation à travers. Alors, si on a un brevet, ça vous permet d'obtenir des avantages commerciaux et concurrentiels, ainsi que la reconnaissance légale de votre innovation. Étant donné que les informations divulguées dans les brevets sont publiées dans les bases de données publiques, le système de promouvoir le transfert, c'est votre place sur le marché, en particulier dans des secteurs économiques dynamiques et innovants. Mais avant de déposer votre demande de brevet, comme indiqué tout à l'heure par M. Brouard, il faut noter ces trois points. Donc, il faut faire une recherche documentaire et veille technologique. Il faut éviter une divulgation prématurée de votre invention. Et troisième point, il faut éviter les exclusions et les exceptions. Donc, sans trop tarder dans ce point, donc, la recherche documentaire est très utile. En fait, 25% des efforts de l'A&D sont gaspillés chaque année dans des solutions qui existent déjà. Voilà un petit exemple qui exprime littéralement ne pas réinventer la roue. Il y avait un problème technique qui fait que les roues, au moment de l'atterrissage d'un avion, ils doivent être mobilisés avant. Donc, il y a une personne dans l'année 2000 qui a apporté une nouvelle solution. Il se croyait qu'elle est nouvelle, mais par la suite, il se trouve que cette invention déjà existe depuis 1929. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas débuter vos activités R&D avant d'effectuer une recherche approfondie dans les documents de l'État. Ça rejoint toujours ce qu'a dit M. Boukhra sur l'exploitation de la documentation brevet. Donc, il faut savoir qu'il y a des solutions gratuites qui sont disponibles sur ces bases de données publiques. Donc, presque 90% des solutions sont libres à utiliser. Et aussi, un point important, c'est que ces documents publiés, ils vous donnent déjà une idée sur la forme standard qu'on utilise pour déposer un document brevet. Voici quelques bases de données publiques que vous pouvez utiliser pour consulter ces documents. Deuxième point, il faut éviter la divulgation prématurée. Donc, pas de publication si vous êtes un chercheur scientifique, pas de vente de produits si vous êtes une entreprise et pas de conférence sans un accord de confidentialité. Il faut aussi parler ici de ce délai de grâce. Donc, normalement, si vous êtes le propriétaire d'une invention que vous l'avez déjà divulguée dans un délai de 12 mois, ici au Maroc, la loi vous permet de conserver vos droits malgré ce délai. Mais la contrainte ici, c'est que cette dérogation n'est pas applicable dans plusieurs pays. Alors, la procédure de protection par brevet se fait au Maroc conformément aux dispositions de la loi 1797, telle que modifiée et complétée par la loi 2313, qui a fait son entrée en vigueur en 2014. C'est un système amélioré et solide qui garantit un équilibre entre les trois déposants, public et public, et qui offre plus de flexibilité par rapport aux anciens systèmes. Ce diagramme que vous voyez dans l'écran, c'est un diagramme exhaustif qui résume toutes les étapes de la procédure et que vous pouvez consulter sur notre site web.
Donc, voici les 4 étapes clés de la procédure de dépôt de brevet d'invention ou bien de protection de brevet d'invention au Maroc. Donc, il y a la première étape, le dépôt de la demande, l'examen de forme, troisième étape, l'examen de fond, et la dernière étape, c'est la décision, soit la délivrance ou le rejet de votre demande de brevet. Comme expliqué tout à l'heure, tout le monde peut déposer une demande de brevet, que vous soyez une personne physique ou bien un groupe de personnes ou une entreprise. Donc, dans le cas que vous soyez plusieurs personnes ou bien un organisme ou une personne morale, il faut désigner un mandataire pour vous représenter auprès de l'OMPIC. Par quelle voie déposer? Actuellement, on a 3 voies. Donc, soit directement auprès de l'OMPIC, au siège, soit via email en adressant votre demande, dossier de demande à olf@ompic.ma, ou bien via une plateforme de dépôt en ligne qui est utilisée par quelques partenaires de l'OMPIC. Alors, de quoi il est composé le dossier de votre demande de brevet? Donc, tout d'abord, le formulaire B1, donc vous voyez sur l'écran. Donc, ce formulaire peut être téléchargé depuis le site de l'OMPIC et contient toutes les informations bibliographiques qui vous concernent, en tant que déposant, inventeur, etc. Le deuxième élément très important, c'est la description de l'invention. Donc, cette description doit en premier lieu décrire le problème, l'état de la technique existant et la problématique qui existe dans cet état de la technique. Et puis, il faut exposer d'une manière brève pourquoi votre solution peut résoudre cette problématique. Et comme dernier et important point, il faut que votre description divulgue d'une manière très détaillée tous les éléments de votre invention. Il faut déposer aussi une ou plusieurs revendications. Les revendications sont un élément très important qui permet de délimiter l'étendue de protection souhaitée dans votre demande. Donc, ces revendications doivent être rédigées d'une manière standard qu'on peut trouver dans tous les documents brevets. Et la rédaction de cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que l'examinateur se base sur cette partie pour décider sur les critères de brevetabilité de votre invention. Un autre élément, l'abrégé, c'est un résumé du contenu technique de votre invention. Il peut être présenté sous forme d'un petit paragraphe, donc ne dépassant pas une quinzaine de lignes. Et aussi les dessins et figures, c'est un élément qui permet de faire comprendre votre invention, soit à l'examinateur ou bien à l'homme du métier qui va réaliser votre invention. Un point très important, pour avoir un numéro de votre demande de brevet et une date de dépôt, il faut déposer au premier lieu ces deux éléments, à savoir le formulaire B1 bien rempli et signé, avec la description de l'invention. Sans ces deux éléments, on ne peut pas vous donner un numéro de dépôt ni une date de dépôt. Il faut savoir qu'on a un délai de régularisation de votre demande, c'est-à-dire apporter les autres documents, à savoir l'abrégé, les revendications qui manquent, ou bien pouvoir demander toute autre pièce, dans un délai de 3 mois, en apportant un formulaire qui s'appelle le RG, donc, que vous trouverez sur le site web de l'OMPIC. Il faut aussi, comme expliqué tout à l'heure, payer les frais et les droits exigibles. Donc, qui peuvent être payés dans un délai maximal d'un mois. Donc, à défaut d'acquittement de ces droits, votre demande sera considérée comme retirée. Et vous pouvez consulter les tarifs sur le site web également. Donc là je vous donne un aperçu sur les tarifs des droits exigibles. On a notamment 2 listes. Donc, celle qui concerne une liste qui concerne les frais pour les déposants de type personnes physiques, PME, université ou centre de recherche, qui sont réduits bien sûr. On peut parler d'un tarif de 3 000 dirhams.
et aussi une autre liste pour les déposants tels que les grandes entreprises et les déposants étrangers. Alors, si le délai de 3 mois de régulation n'est pas respecté, donc vous avez ce qu'on appelle une requête en suite de procédure que vous pouvez déposer dans un délai de 2 mois à compter de la date d'expiration du dit délai. Donc, il faut apporter le formulaire RPP, téléchargeable aussi sur le site web. Il faut noter aussi que les droits ils sont exigibles pour ce type de procédure. Passons maintenant à la deuxième étape qui est l'examen de forme. Donc, une fois votre demande reçue, donc, on doit vérifier au service administratif si le paiement est déjà effectué. Donc, sinon, votre demande sera considérée comme retirée. Si le document, tous les documents ont été déposés dans les délais de 3 mois, donc votre demande sera considérée comme régularisée. Sinon, vous pouvez demander une requête en poursuite. Si vous arrivez à déposer cette requête en poursuite, votre demande sera régularisée et par la suite, elle sera classifiée, affectée pour aller vers la prochaine étape qui est l'examen de fond. Sinon, votre demande sera considérée comme retirée. Pour la deuxième étape qui concerne l'examen de fond, notamment, il s'agit de l'examen des critères de brevetabilité qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Donc, tout d'abord, l'examinateur commence par établir un rapport de recherche préliminaire avec une opinion écrite. Donc, vous voyez, c'est un rapport qui vous permet, qui vous explique c'est-à-dire tous les critères de brevetabilité qu'on a vus. Deuxièmement, une fois établi ce rapport de recherche, on le notifie au déposant. Donc, le déposant a un délai de 3 mois pour déposer des revendications modifiées ou bien des observations pour maintenir ces revendications initialement déposées en utilisant un formulaire B10. Vous pouvez aussi télécharger dans la partie formulaire dans le site web. Et après 18 mois de la date de dépôt, votre demande sera publiée dans le serveur de publication pour être visible à tout le monde, toujours selon les dispositions de la loi. Donc après la publication, on a un délai de 2 mois pour que d'autres personnes, notamment celles qui sont intéressées par votre invention, peuvent déposer des observations pour soit contester le résultat du rapport de recherche ou bien donner quelques informations supplémentaires sur votre invention. Donc, l'examinateur il prend en compte ces observations des tiers et les observations déposées par le demandeur dans le B10 et établit un rapport de recherche définitif avec opinion sur la rentabilité. Ce rapport définitif sera l'occasion pour décider sur la pertinence de votre invention. Il y a 2 décisions, à savoir délivrance du brevet, et on parle ici d'un brevet d'invention B1, ou bien, dans le cas négatif, émettre un rejet total ou partiel de revendication. Total, c'est-à-dire qui concerne toutes les revendications de votre demande, ou bien partiel, c'est-à-dire qu'il concerne quelques revendications de votre demande. Après ce rejet, le déposant a encore une occasion pour se rattraper. Il peut déposer des observations à l'encontre de ces décisions de rejet en modifiant des revendications encore une fois. Et donc, l'examinateur aussi il va examiner ces observations et décider soit de changer son avis initial, c'est-à-dire de délivrer un brevet B2, ou bien de maintenir son avis et maintenir le rejet de votre demande. Voilà le serveur de publication sur lequel vous pouvez trouver votre demande publiée après 18 mois et aussi le brevet B1 après 20 à 22 mois. Donc il faut juste c'est-à-dire mentionner ou bien saisir le numéro de dépôt de votre demande et déterminer la période dans laquelle elle a été publiée et vous allez trouver votre demande de brevet.
Il faut noter qu'il y a plusieurs types de publications. On parle de A1. Si vous trouvez A1, c'est-à-dire que votre demande a été publiée avec son rapport de recherche, la demande initiale telle que déposée. Le A2, c'est une demande publiée sans rapport de recherche. Le A3, juste le rapport de recherche qui est publié. Le B1, c'est un brevet délivré. Et le B2, c'est un brevet délivré après les observations suite au rejet. On trouve aussi un service d'information sur le registre national. Ce service pourra vous être utile pour consulter les informations juridiques de votre invention, et notamment son statut juridique, est-ce qu'il est en vigueur, est-ce qu'il est déchu, etc. Et aussi, vous donne une idée sur la dernière annuité que vous avez payée et autres informations bibliographiques. Passons maintenant aux opérations postérieures sur le brevet. On a principalement deux types d'opérations. Les opérations de maintien en vigueur, ce qu'on appelle les annuités, et les inscriptions sur les brevets d'invention. Pour ce qui est maintien en vigueur, on a des annuités qu'on doit déposer, qu'on doit payer annuellement. Ce sont des taxes pour maintenir en vigueur cette protection, la protection de votre demande. Et pour avoir une idée sur la date anniversaire, donc c'est la date anniversaire du dépôt. Vous avez des tarifs qui sont publiés toujours dans le site web, avec un tarif réduit et un tarif normal. Il faut apporter le formulaire A avec en voulant payer les annuités. Alors, si vous n'arrivez pas à payer les annuités dans le temps, dans les délais prescrits, donc on a ce qu'on appelle une procédure de déchéance. Donc on a dans un délai de 6 mois, vous pouvez toujours payer les taxes avec des taxes de retard. Donc à chaque mois de retard, vous payez une taxe supplémentaire. Après, si les 6 mois sont dépassés et que vous n'avez rien payé, donc vous allez recevoir une décision de déchéance qui vous déchoit de vos droits, de vos brevets. Et après, vous avez un délai de 3 mois pour répondre à cette décision de déchéance et demander une restauration de vos droits. Donc, un comité traite votre demande de restauration et puis décide si votre demande votre brevet sera restauré ou non. Pour les inscriptions, il y a principalement deux types d'inscriptions. Il y a des inscriptions qui portent sur le changement de l'identité du propriétaire, notamment la dénomination, l'adresse, la forme juridique, etc. Vous pouvez déposer cette demande d'inscription en utilisant le formulaire B3. Il y a d'autres types. La deuxième catégorie des inscriptions, ce sont les actes qui affectent la propriété et la jouissance des droits, notamment lorsqu'on parle d'une cession totale, cession partielle, etc. Vous pouvez utiliser le formulaire B4 pour cette raison. Voilà tout ce qui concerne la procédure de dépôt par voie nationale. Si vous voulez étendre la protection de votre demande de brevet à l'international, il y a principalement trois voies pour le faire. Donc, soit directement auprès d'un office national, selon la Convention de Paris. Vous allez recevoir le même traitement qu'une demande nationale dans ce pays. La deuxième voie, c'est la voie régionale. L'avantage de cette voie, c'est qu'elle vous permet de déposer un seul demande dans plusieurs pays. Donc, vous serez protégé dans ces pays. Et la troisième voie, la plus recommandée, c'est la voie avec le PCT, qui est un traité de coopération en matière de brevet d'invention et qui contient presque 156 pays. Donc, l'avantage de cette voie, c'est que vous allez utiliser une seule demande, une seule langue, avec bien sûr une seule traduction, des taxes une seule fois, payées une seule fois. Pour avoir plus de détails sur cette voie, vous allez la trouver sur le site web de l'Olympique. Voilà tout ce que j'ai pour cette session. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Si Hassan. Nous allons à présent passer à l'onglet questions-réponses, donc pour répondre à vos questions. La première, en fait, on va commencer par ordre chronologique
Est-ce que n'importe quel type de publication scientifique peut être breveté? C'est votre loi, si vous pouvez nous donner plus d'éléments. Oui, concernant les publications scientifiques, ça dépend du contenu de la publication scientifique que vous avez effectuée. Et aussi, hein, ça dépend, est-ce qu'il s'agit d'une invention? Comme ça a été dit tout à l'heure, les demandes des brevets et les brevets, c'est pour les solutions techniques aux problèmes techniques. Donc, si votre publication scientifique porte sur une solution technique qui permet de traiter un problème technique, elle pourrait être considérée comme une invention et par la suite, elle peut faire l'objet d'une demande de brevet. Généralement, les publications scientifiques, il y en a deux types. S'il s'agit d'une recherche scientifique appliquée, avec une application industrielle, oui, ça peut passer dans ce cas-là. S'il s'agit de la recherche scientifique fondamentale, c'est-à-dire la production de la connaissance pour comprendre certains phénomènes naturels, par exemple, qui n'ayant pas des applications industrielles, dans ce cas-là, elle ne peut pas être considérée comme une invention et par la suite, ne peut pas faire l'objet d'une demande de brevet. Mais généralement, les publications scientifiques avec un résultat concret dans les domaines classiques de la technologie, comme la chimie, la mécanique, l'électronique, en passant par le transport, etc., ça peut faire l'objet des dépôts des brevets. Merci. La deuxième question, c'est par rapport aux frais sur l'assistance offerte aux étudiants-chercheurs. Non, il n'y en a pas des frais. Si vous êtes étudiant ou chercheur ou doctorant appartenant à une université, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par votre université. Vous pouvez demander le point focal TISC de votre université qui est souvent à la présidence et peut vous assister premièrement, vous assister pour la préparation de votre demande de brevet, pour répondre à des questions préliminaires sur, par exemple, ce qu'on peut breveter, ce qu'on peut déposer, etc. Et c'est une assistance, bien sûr, qui est prise en charge par l'université et qui est gratuite. Et même pour les personnes physiques et les startups et les PME qui s'adressent à l'Olympique, au programme d'accompagnement et d'assistance de l'Olympique, l'assistance, elle est prise en charge par l'Olympique et gratuite, bien sûr. La troisième question, elle porte sur la durée de protection. Donc, si vous pouvez juste un petit rappel, c'est Oui. Hassan concernant la durée de protection d'un brevet d'invention. Donc, normalement, comme on l'a expliqué dans la présentation, la durée maximale est de 20 ans. Donc, à condition de payer les annuités donc, pour bénéficier de cette protection étendue sur les 20 années. La question suivante, ça concerne la protection par brevet d'invention des applications et logiciels, donc, Oui. programmes informatiques et logiciels en l'occurrence. Donc, c'est une question très importante qui est souvent posée puisqu'on est dans l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, etc. Donc, comme expliqué dans l'article 23, donc, qui porte sur les exclusions, donc les programmes d'ordinateur en tant que tels, c'est-à-dire des logiciels qui fonctionnent directement sur ordinateur sans avoir un effet technique apporté par ce logiciel, c'est-à-dire on a par exemple un logiciel qui est consulté pour, par exemple, un logiciel qui concerne une base de données. Ça, on ne peut pas le considérer comme invention. Par contre, si on a un programme d'ordinateur qui permet de faire fonctionner un procédé industriel ou bien qui permet de résoudre un problème technique donné dans un domaine technologique donné, ça, on peut le considérer comme invention à condition de bien rédiger votre demande de brevet sur ce logiciel-là pour le matérialiser et pour le faire semblant qu'il concerne une méthode ou bien un procédé et qui englobe dans la description ou bien dans les revendications des éléments techniques qui ont été utilisés dans cette invention pour résoudre le problème technique. Donc il faut bien mettre le point sur cette notion de contribution technique qui est très importante pour considérer que votre invention est mise en œuvre par ordinateur et c'est une invention. Merci, Sir Hassan. Donc, juste un petit complément par rapport aux informations fournies par mon collègue. Donc, il y a tout un webinaire qui était dédié
à la protection des innovations euh, dans le domaine informatique, intelligence artificielle, etc. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il est disponible en rediffusion sur notre page au niveau de la chaîne YouTube. Voilà, donc question suivante. Donc la question suivante, en quelque sorte, c'est une réitération c'est le même sens que la question précédente. Dans le cas où on a des solutions informatiques créées par une entreprise, est-ce que c'est possible de les breveter? La solution informatique est un software nouveau créé pour répondre à un problème réel. Si oui, comment le dossier de revendication et dessin de figure seront présentés? Si vous pouvez donner plus de détails par rapport toujours à la protection des innovations dans le domaine informatique. D'accord. Donc, si, comme vous dites, votre invention permet de résoudre un problème technique donné, il faut matérialiser votre invention en termes d'éléments techniques comportant l'invention. Donc, je ne sais pas de quel domaine vous parlez, mais par exemple, une invention mise en œuvre par ordinateur utilise souvent des serveurs, des bases de données, etc., des terminaux. Donc, dans ce cas, il faut la matérialiser en termes de procédés, c'est-à-dire pour résoudre ou bien pour arriver à ce produit, à cette solution. Euh, et pour les dessins, il faut matérialiser votre procédé en des schémas. Par exemple, le circuit que votre invention ou bien votre programme d'ordinateur permet ou bien, pour arriver à résoudre ce problème. Donc, il faut le matérialiser en termes de schéma et de dispositifs qui sont intégrés dans ce schéma. Il y a plusieurs questions qu'on a reçues qui portent sur la protection de quelques cas concrets on ne va pas bien sûr les débattre dans un webinaire, on va les traiter par la suite, c'est au cas par cas. C'est des innovations qui portent sur des plateformes digitales, c'est des solutions dans le domaine de l'informatique. On va les voir après, vous pouvez prendre contact directement avec nous pour les traiter. Bien sûr, nous avons parlé de la confidentialité et c'est très important de garder la confidentialité dans la préparation de votre demande de brevet. Voilà, donc une autre question, ça concerne les délais le délai de la procédure de traitement d'une demande de brevet d'invention qui peut aller entre 18 et 22 mois avant publication, donc jusqu'à publication. Donc la question, ça concerne, en fait, la question porte sur le fait si ce délai de traitement, il est le même au niveau mondial, ou bien il y a quelques différences par rapport à d'autres pays. Donc déjà, en déposant votre demande de brevet, donc, vous êtes protégé depuis le premier jour de dépôt. Donc vous pouvez commencer à utiliser votre invention parce que vous avez déjà une date de dépôt et un numéro de dépôt. D'accord? Donc une fois votre demande à respecter les exigences de forme, donc il sera examiné et un rapport de recherche vous sera notifié dans un délai maximum de 4 à 5 mois selon la charge de l'examinateur qui traite votre dossier. Donc, après cette notification, vous allez soit déposer des revendications modifiées, comme expliqué tout à l'heure, ou bien si le résultat était positif du rapport de recherche, vous ne ferez rien. Donc, vous allez attendre 18 mois de la date de dépôt pour que votre demande soit publiée. Donc, après 18 mois, on attend les observations des tierces, donc un délai de 2 mois. Et après, on établit le rapport de recherche définitif pour décider de la brevetabilité de votre invention et qu'un brevet sera délivré pour votre invention. Donc, le délai max, c'est entre 20 à 24 mois, 22 mois, 23 à 24 mois. Ça dépend de votre demande. Donc, sinon, c'est un délai qui est standard dans toutes les lois des autres pays. Par contre, il y a un délai entre 18 mois et la décision du brevet
qui peut varier selon le cas de votre dossier, selon le pays aussi. Mais généralement, c'est dans les 20 à 23 à 24. D'accord. Merci, c'est Hassan. Donc, la question suivante concerne la protection par brevet d'invention des publications scientifiques dans le domaine de la biologie, plus précisément la pharmacologie, qui vont servir à des fins pharmaceutiques pour création d'un nouveau médicament à base de la publication scientifique qui a été effectuée. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de protéger par brevet d'invention du contenu de cette publication scientifique? D'une manière générale, les médicaments, les procédés qui permettent de fabriquer les médicaments et les applications des médicaments sont bien évidemment, sont brevetables, on pourrait les breveter. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la biologique, pharmacologique, et vous avez développé des résultats scientifiques qui permettent d'aboutir à un produit pharmaceutique, et bien évidemment, aux procédés et à ces applications, oui, ça peut faire l'objet des demandes de brevets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre une demande de brevet et un brevet. Quand vous faites une demande de brevet, cela ne veut pas dire que vous aurez le brevet. Il y aurait par la suite un examen, dont mon collègue tout à l'heure en a parlé. Il y aurait par la suite un examen de fond de ce que vous avez innové, de ce que vous avez développé, et que ces résultats, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils remplissent les critères de brevetabilité, qui sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Mais pour répondre d'une manière directe à votre question, oui, les médicaments, les procédés, les applications peuvent faire l'objet d'une demande de brevet. Merci. Alors, la question suivante, ça concerne les inventions des salariés. Donc, par rapport à la rémunération qu'un salarié inventeur peut toucher à travers son invention. Donc, comment ça se passe? Alors, la réglementation marocaine, en particulier la loi portant sur la propriété industrielle et commerciale, il y a un chapitre, l'article 18, qui porte sur les inventions des salariés et qui définit en détail les différentes éventualités. Tout à l'heure, j'ai parlé des options pour lesquelles la propriété intellectuelle appartiendrait à l'entreprise ou bien à un inventeur. Dans le cas où la propriété intellectuelle revient à l'entreprise, bien sûr, le salarié a droit à une rémunération, bien sûr, qui sera donnée par son employeur et l'entreprise et qui est fixée selon les modalités contractuelles. Si vous êtes, par exemple, recruté et votre contrat de travail prévoit une clause qui stipule cette rémunération, sa grandeur, etc. Oui, s'il n'y en a pas, c'est le tribunal qui fixera la rémunération juste suite à votre contribution et à votre participation dans l'élaboration de votre invention. Merci. Donc, la question suivante, ça concerne les produits cosmétiques, s'ils peuvent être protégés par brevet d'invention. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, alors, la question suivante, c'est pouvez-vous revenir sur la notion de divulgation, plus en détail? Alors, si on parle de la divulgation qui est en contrepartie de la protection, c'est-à-dire après 18 mois de la date de dépôt, votre demande sera publiée. Ça, c'est très important et ça permet, comme on l'a dit dans la présentation, de faire simuler l'innovation. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont utiliser ou bien qui vont essayer de perfectionner votre invention pour déposer d'autres demandes de brevet, pour inventer d'autres choses. D'accord? Et si vous parlez de divulgation avant de déposer, là, comme on a dit, c'est parmi les points qu'il faut faire attention avant de faire le dépôt, c'est que votre invention soit secrète avant de faire le dépôt de brevet d'invention. D'accord? Donc, parce que une fois divulgué par n'importe quel moyen, l'examinateur, lorsqu'il fait la recherche dans les bases de données ou bien dans l'état de l'art en général,
elle peut trouver votre invention divulguée dans un autre. Il y a on avait utilisé même des vidéos YouTube pour casser la nouveauté des demandes de brevets. Et si vous êtes le propriétaire d'une invention, que vous avez divulgué votre invention dans un délai de 12 mois, ici au Maroc, on vous donne cette dérogation parce que vous êtes le propriétaire de cette invention. Vous avez peut-être publié votre invention d'une manière intentionnée ou bien sans avoir une idée déjà sur le système de brevet. Là, on peut se rattraper, mais ne pas dépasser 12 mois. Alors, la question suivante, c'est une demande de précision par rapport à la différence entre une idée et une invention qui est protégeable par brevet. Alors, les idées ne sont pas brevetables, les idées ne sont pas réelles, c'est pas concret. Par contre, c'est la mise en œuvre de l'idée qui pourrait être brevetable. Je vous donne un exemple. Par exemple, avant l'invention de la communication à distance, des téléphones mobiles, il y avait l'idée de développer un appareil qui permet de communiquer à distance. Cette idée en tant que telle, ça n'a pas été breveté. Par contre, les appareils et les terminaux et les premiers téléphones mobiles qui ont été mis en place ont été brevetés et ont fait l'objet d'une centaine de demandes de brevets pour chaque fonctionnalité de ces appareils. Donc, les idées en tant que telles, on ne peut pas les approprier, on ne peut pas les protéger. Par contre, la mise en œuvre, l'application, le développement des dispositifs et des produits qui sont centrés sur ces brevets peuvent bien sûr faire l'objet d'une protection par brevet. Merci. Je pense qu'on est arrivé à la dernière question. Comment sont constituées les commissions de vérification des demandes ou bien d'examen des demandes? S'agit-il d'experts dans les domaines respectifs des demandes? Existe-t-il des démarches bien précises? Voilà, donc c'est possible de donner plus d'informations par rapport à la partie examen. D'accord. Donc, on parle justement de la partie examen de fond, donc, qui concerne l'examen des critères de brevetabilité, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Donc, une fois une demande régularisée, donc, il doit être classé selon un système international, la classification internationale du brevet. Et chaque examinateur ici à l'OPIC, avec son background scientifique et technique, il traite les demandes qui concernent cette classification. D'accord? Si vous êtes dans le domaine de biologie, votre demande sera examinée par un biologiste ou bien un pharmacien. Si votre demande concerne le domaine de mécanique, votre demande sera acheminée vers un examinateur ingénieur mécanique. Donc, pour la procédure ou bien comment on fait cet examen, normalement, c'est un examen qui est basé sur l'approche problème-solution, qui est une approche qui permet à l'examinateur de décider d'une manière objective sur les 3 critères dont on a parlé. Et donc, après l'examen ou son rapport de recherche, il doit le valider avec un comité hiérarchique pour, c'est-à-dire discuter ou bien valider ce rapport de recherche avant d'être notifié au déposant. Une question qu'on vient de recevoir. En fait, on vient de recevoir 2 questions. Donc, sous forme d'article scientifique à brevet d'invention. Donc, si c'est voilà, est-ce que c'est conseillé, c'est préconisé ou bien voilà. Donc, ça c'est la première question. Je réponds? Oui. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, une fois le dépôt est effectué, vous pouvez le lendemain exploiter votre invention. Et parmi les exploitations, les formes d'exploitation qu'on peut trouver, c'est la publication de l'article scientifique. Donc, c'est un conseil qu'on donne toujours aux chercheurs universitaires, c'est de venir déposer votre demande de brevet et le lendemain, aller publier votre article dans les journaux qui vous concernent. Toujours dans la même lignée de réponse de Seb El-Qaïd, oui, le lendemain, vous pouvez faire la publication scientifique, mais aussi vous pouvez commencer la valorisation et la commercialisation de ce brevet. Généralement, le brevet n'est pas une fin en soi. On fait le dépôt d'un brevet, c'est très bien pour avoir un brevet, mais aussi c'est pour faire du business, c'est pour créer des startups, des entreprises, créer des emplois, créer de la richesse et participer au développement économique du pays. C'est ça la finalité des brevets.
Et généralement, juste après l'enregistrement, donc vous aurez une date de dépôt et par la suite, vous pouvez commencer toutes les activités et les opérations nécessaires autour de votre brevet, que ce soit la publication scientifique, la recherche des partenaires, la recherche des financements, la création d'entreprises centrées sur ce brevet, etc. Mais il faudrait faire en premier lieu le dépôt de votre innovation. Très bien. Donc, la dernière question, ça concerne si on a un brevet qui est déjà publié, est-ce qu'il y a possibilité de modifier l'ordre des noms des inventeurs? Donc, on a un groupe d'inventeurs, est-ce qu'on peut toujours demander la modification de l'ordre? Là, je tiens à préciser la différence entre les articles scientifiques publiés et les brevets d'invention, les demandes de brevets publiées. Donc, il y a une différence dans cette question d'ordre des inventeurs. On n'a pas d'ordre en principe. Donc, si vous trouvez un ordre, c'est généralement dû à peut-être à classification alphabétique. Donc, sinon, pour les articles scientifiques, on connaît qu'on a un auteur principal, etc. Ça, c'est différent au niveau du brevet. Tous les inventeurs sont sur le même pied d'égalité au niveau de la publication, mais c'est-à-dire en back-office ou bien dans votre préparation de brevet, de demande de brevet, vous pouvez, c'est-à-dire selon la contribution de chaque inventeur, de diviser les parts des revenus que vous allez peut-être avoir après la commercialisation de votre brevet d'invention. Alors, une dernière demande, ça concerne la transmission du contenu qui est partagé à travers ce webinaire. Donc, je tiens à réitérer que ce webinaire fera l'objet de rediffusion et sera mis en ligne par la suite sur la page de l'Olympique, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence la chaîne YouTube. Voilà, donc nous avons fait le tour des questions qui ont été posées. Voilà, pour conclure ce webinaire, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une dernière question, qui porte sur la durée de protection, la date de début, à quelle date commence la durée de protection par brevet. Les 20 ans, ça commence à courir à partir de la date de dépôt, de la première date de dépôt, ou bien la date de priorité pour les demandes étrangères. Pour des dépôts qui sont faits ici à l'Olympique, les 20 ans commencent à courir à partir de la date de dépôt, et non pas la date de délivrance ou bien la date de publication. Merci, c'est pour cette précision. Donc, avant de conclure, pour toute demande de précision, surtout qui porte sur un cas spécial en termes de protection par brevet d'invention, n'hésitez pas à vous adresser par email à l'adresse assistance-brevet@onpic.ma. assistance-brevet@onpic.ma. C'est nos examinateurs qui vous répondront selon leur domaine d'expertise et en fonction des questions qui seront posées, bien évidemment. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous les intervenants et participants qui sont rendus disponibles et qui ont pu être en ligne avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis au revoir dans le cadre d'un prochain webinaire. Merci à vous.